On va d'abord commencer par Nicolas Fiolaine. Donc, je rappelle, vous êtes chercheur en psychologie sociale à l'Université de Lyon. Qu'est-ce que vous inspire toutes ces propositions, toutes ces idées qui viennent d'être évoquées là par les membres de la Convention? Vous me direz quand vous aurez besoin que je mette à l'écran Oui, votre... oui, non, merci, et puis merci de l'invitation à venir partager un peu ce qu'on apprend en psychologie sociale sur ces sujets-là. Je suis vraiment ravi d'être là, et puis les échanges étaient vraiment intéressants. On voit très vite dans ce qui est, dans ce que vous proposez que il y a à la fois le volet individuel et le volet collectif, et que les deux sont très imbriqués, hein, les changements de politique publique qui tiennent aussi à la bonne volonté parfois de certains élus ou de certaines administrations pour appliquer, par exemple, des politiques publiques existantes. Hein. J'ai entendu déjà appliquer la loi sur un certain nombre de sujets, ce serait pas mal. Il y a ensuite chacun d'entre nous, hein, avec la difficulté, le côté compliqué, et ça a été discuté aussi de changer ses comportements comme ça, ses habitudes qu'on a prises depuis longtemps, et puis le fait que ça a des conséquences parfois inattendues. On change de mode alimentaire, et puis tout à coup, il y a une filière de production qui est déstabilisée, et du coup, les agriculteurs, par exemple, ou les producteurs doivent eux-mêmes changer leurs habitudes de manière relativement rapide, et entre consommateurs et producteurs, il faut que les deux s'entendent à un moment donné pour que les changements de comportement et au final des changements un peu de système aient lieu. Et c'était intéressant le débat qu'il y a eu à la fin sur la question de la liberté, en particulier la question liée aux mobilités, hein, de la contrainte versus la liberté. Ce que la liberté amène parce qu'on choisit et qu'on est engagé par ses comportements, et ce que la contrainte arrive à obtenir comme changement, mais parfois avec des réactions, des réactions un peu fortes, et la possibilité du refus, quoi. Donc c'était intéressant parce qu'il y a là-dedans beaucoup de psychologie. On voit que, et c'est pour ça que nous, avant, on était dans nos laboratoires, et alors je n'oserais pas dire tranquille, mais en tout cas, on n'était pas très sollicité. Et puis aujourd'hui, on vient nous chercher tous les jours parce qu'on essaye de comprendre ce qui retient, ce qui empêche, ce qui freine, ou au contraire, ce qui pourrait encourager des changements d'abord volontaires. On nous interroge beaucoup sur les changements volontaires, c'est-à-dire comment on arrive à faire en sorte que les gens, quels qu'ils soient, les décideurs publics, les acteurs économiques, les citoyens comme vous et moi, aient envie de changer volontairement, et envie de réduire leur consommation, de changer leur mode de consommation, de mieux consommer, moins consommer, pareil pour le déplacement, etc. Mais comment on fait naître une envie qui n'est pas là, quoi. Est-ce qu'il faut s'en remettre au fait que les gens ont envie ou pas? À ce moment-là, s'ils n'ont pas envie, on ne leur demande pas, ou alors on les contraint. Ou alors est-ce qu'on se dit, par la sensibilisation, l'éducation, l'information, est-ce qu'on peut faire naître un peu cette prise de conscience, cette envie, etc. Et puis, il y a une autre question qu'on nous pose pas mal maintenant, c'est sur, voilà, on sait qu'on va devoir contraindre, comment on fait pour que ces contraintes-là soient acceptées? C'est deux questions assez différentes quand même, en fait, parce qu'il y a un changement volontaire. On espère que ce changement volontaire aura lieu, mais il traîne, il est lent, il met du temps, beaucoup de temps. Et du coup, le besoin de la contrainte commence à se poser, et de l'acceptation du fait qu'est-ce que les gens vont accepter ces contraintes-là. Et en fait, dans les deux cas, la question, c'est psychologiquement, est-ce qu'on va comprendre, est-ce qu'on va adhérer à ce changement-là, est-ce qu'on va être volontaire? Et ça fait longtemps qu'on travaille dessus en psychologie et en psychologie sociale. Donc vraiment, on s'intéresse au mode de pensée, à ce qui nous fait penser d'une façon plutôt que d'une autre en tant qu'humain, parce qu'il y a des choses qui sont communs à l'humanité entière dans les modes de pensée, dans les mécanismes qu'on appelle cognitifs, de raisonnement, notre manière de réfléchir, parce qu'on a un cerveau, et ce cerveau, il est commun à tous les humains. Et puis, il y a des choses qui sont très différentes entre Grenoble et Lyon, par exemple, ou entre la France et un autre pays, ou une partie du monde et un autre pays. Mais voilà, on s'intéresse un peu à tout ça. Et c'est pour ça que moi, je fais de la psychologie sociale. C'est qu'on s'intéresse à ces modes de pensée, de raisonnement, de décision chez les individus, mais en se disant, les individus, ils ne sont pas tout seuls, quoi. Ils regardent ce que font les autres, ils les imitent,
ils essayent de suivre leur groupe, ils sont un peu influençables. Ça a été dit dans le groupe auquel j'assistais que dans les magasins, on nous influence de manière forte à utiliser, à acheter des produits qui ne sont pas forcément les plus durables. Voilà, on est sujet à plein d'influences comme ça et c'est un peu ça qu'on analyse. Alors, ça nous fait comprendre que ce n'est pas si facile de changer ses comportements, ça c'est sûr, et vous le savez, et qu'on a un vrai problème de passage de l'intention à l'action. Et aujourd'hui, on identifie le levier le plus important, c'est celui-là. C'est comment on passe du fait qu'on sait qu'il y a une crise climatique, on sait qu'il y a des risques, on s'y intéresse assez souvent, on pense que c'est important, mais on a du mal néanmoins à passer à l'action. Il y a plein de gens qui disent c'est important pour moi, j'en ai même peur, mais ce n'est pas pour autant que j'ai changé mes comportements. Et les dernières études montrent que chez les plus jeunes, on a une vraie prise de conscience, mais qu'en fait, les comportements ont encore moins changé que chez les générations précédentes, les comportements de consommation en particulier. Donc, on a cette espèce de fossé là entre ce qu'on sait, ce qu'on pense, ce qu'on voudrait faire et ce qu'on arrive à faire effectivement. Et quand on s'intéresse aux comportements, aux choix individuels, mais qui ont des conséquences collectives, bien sûr, hein, encourager les autres, changer de mobilité en tant qu'agriculteur, changer son mode de production, faire pousser des haies, pousser des projets de désimperméabilisation ou de végétalisation quand on est un citoyen, etc. C'est quand même presque, ça peut aller jusqu'à 40% de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Hein. C'est le potentiel. Donc, c'est beaucoup. Et quand on tient compte du fait qu'on a ces intentions, on se demande, mais comment on aide à passer à l'action ? Et pour ça, et là tu peux afficher le schéma, on a plein de modèles théoriques, hein, on a plein de théories, plein de recherches qu'on a faites pour essayer de comprendre ce qui nous fait agir ou ce qui nous empêche d'agir. Et en fait, on a pas mal de modèles et de théories qui tournent à peu près autour de la même chose. C'est un peu simplifié, mais ça permet de souligner les éléments principaux et qui tiennent compte à la fois du fait qu'il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir, mais que voilà, on a beau vouloir, il faut pouvoir quand même, quoi. Donc c'est l'idée qu'il faut à la fois que les gens aient des contextes qui les aident, ce qu'on appelle les capacités. Alors capacité physique, c'est un peu l'idée que les endroits où on habite, les lieux dans lesquels on vit, etc., nous donnent des capacités à agir. Par exemple, on me demande de réduire mes consommations énergétiques dans une passoire thermique. Évidemment, c'est un blocage et c'est un empêchement à mettre en œuvre les comportements. Et quand on regarde ce que les collectivités parfois font, hein, donc il y a Grenoble, mais il y a d'autres collectivités aussi, des fois on est surpris parce qu'il y a beaucoup, par exemple, d'actions de sensibilisation auprès de publics qui habitent dans des bâtiments qui sont des passoires thermiques. Donc on se rend compte que la capacité n'est pas forcément là. Mais il y a aussi la capacité psychologique. Et ça, c'est un vrai verrou, c'est-à-dire que des fois, les gens peuvent effectivement, mais ont le sentiment de ne pas pouvoir, ont l'impression qu'ils ne vont pas être capables de faire un trajet en transport en commun avec des correspondances parce qu'on est une personne un peu âgée et qu'on a l'impression d'être fragile ou qu'en tout cas, on ne va pas en être capable, qu'on pourrait demander une aide sur Internet pour de la rénovation énergétique, mais que la démarche, a priori, même si on n'a pas encore essayé, est trop complexe et qu'on ne va pas en être capable. Et donc, ce sentiment de capacité, il est vraiment important et il est très psychologique. Et on peut agir un peu dessus, on peut essayer de donner aux gens un peu plus le sentiment qu'ils sont capables de faire et que s'ils vont faire, ça va être efficace, ça va avoir un impact. Et ça, le fait d'informer sur ce qui a déjà été fait et l'impact que ça a eu, c'est un vrai moteur pour ce sentiment de capacité. C'est dire, il y a des initiatives en Angleterre, par exemple, où ils ont affiché les consommations énergétiques en peignant au sol la rue, jour après jour, et qui faisait que les gens voyaient collectivement l'impact de leur comportement et du coup étaient encouragés dans le changement, et parce qu'ils n'étaient pas tout seuls aussi, ils avaient l'impression que c'était un peu plus facile. Donc il y a plein de façons de donner ce sentiment de capacité. La deuxième chose, c'est la motivation. C'est cette chose un peu magique en psychologie, hein, qui fait qu'on pense à un objet et cet objet nous donne envie d'agir, nous donne une espèce d'énergie, nous donne envie de faire des choses, donne du sens aux choses qu'on fait, parce que d'un seul coup, dans le travail qu'on fait, il y a une motivation, il y a un objectif qu'on se donne qui nous fait envie, parce qu'on a envie de sauver la planète et d'un seul coup, notre travail nous permet ça. Ça crée un peu cet engagement, ce désir de faire, cette énergie. Et cette motivation, elle est à la fois
très consciente, et vous en avez beaucoup parlé, toutes les informations qu'on peut avoir, toutes les informations qu'on peut donner, qui génèrent de la peur, par exemple. La peur est une motivation, la peur fait agir, la peur fait courir très vite, beaucoup plus vite que, enfin, parfois beaucoup plus vite que l'envie ou que le désir, hein. Donc les émotions aussi sont et génèrent aussi des motivations, la fierté d'avoir agi, le plaisir d'agir. Tout ça, c'est pas simplement rationnel, c'est pas juste basé sur de la connaissance, c'est aussi basé sur de l'émotion. Et c'est pour ça que dans les motivations, il y a l'image qu'on a des bénéfices, de l'impact, des risques qu'on court avec le changement climatique, etc. Tout ça est très conscient. Il y a des chiffres, etc. Mais on se rend compte que ça ne suffit pas. On se rend compte qu'il y a plein de gens qui, face aux chiffres, n'ont pas pour autant envie d'agir ou parfois réagissent en refusant d'admettre les chiffres et en faisant une espèce de déni, parfois en disant mais non, mais en fait, c'est pas vrai ou c'est pas à ce point-là, etc. C'est parce que derrière les chiffres, il y a de l'émotion, il y a de la peur, etc. On a encore travaillé récemment avec des groupes, par exemple, d'agriculteurs et qui avaient l'impression qu'on leur demandait de tout changer du tout au tout, du jour au lendemain. Ça générait une vraie peur et une vraie résistance. Et c'était un peu automatique de leur part, c'est-à-dire que c'est des motivations qui fonctionnent un peu toutes seules. On ne se rend pas toujours compte de ce qui nous motive parce que il y a des émotions et puis parce qu'il y a une part de notre cerveau qui fonctionne tout seul. En vrai, hein, il y a une part de décision dans notre vie qu'on prend, mais pas de manière tout à fait consciente, mais parce que c'est automatique, c'est une habitude, c'est des réflexes. Par exemple, quand on voit que tout le monde se met à faire quelque chose, on va être un peu plus disposé à le faire, même si on ne va jamais dire que c'est pour ça, ou on ne va pas forcément avoir conscience que c'est pour ça. Ou par exemple, on est toujours plus attiré ou engagé facilement, sans y réfléchir, à des choses qui nous offrent des bénéfices immédiats, tout de suite, par rapport à des choses qui nous demandent un peu des efforts et qui amènent des bénéfices plus tard. Et ça, c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs, des fonctionnements de notre cerveau qu'on ne maîtrise pas, qu'on retrouve un peu partout à des niveaux différents et qui nous font agir dans le sens de décisions qui parfois peuvent paraître un tout petit peu absurdes ou pas tout à fait rationnelles. Donc ça, c'est les motivations, nos croyances, nos perceptions, et elles ne sont pas que individuelles, bien sûr, elles sont collectives. Et ça a été dit, par exemple, montrer que des choses se font, ça crée de la motivation, etc. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut aussi agir. Et puis le dernier élément, et qui a à voir avec la suite et la géographie, entre autres, c'est les opportunités. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, il y ait un déclencheur, il y ait quelque chose qui nous incite à agir, des objets, des situations, des environnements. La journée sans voiture, par exemple, c'est une opportunité qui est construite à un moment donné et qui nous donne la petite impulsion qui fait qu'on va passer à l'action. C'est l'objet devant nous qui, d'un seul coup, va nous donner envie de jeter notre déchet recyclable dans la bonne poubelle. C'est l'élu qui aura une note de décision par rapport à un projet politique, par exemple, et sur lequel sera inscrit l'impact climatique d'une manière très visuelle et qui, du coup, va faire qu'il a une opportunité d'activer et de mettre en lien ses actions avec ses comportements. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît très bien. Il y a effectivement le bug humain, etc., qui parle des mécaniques du cerveau. Il y a plein d'autres. Alors, vous avez des choses en ligne, vous avez des vidéos, vous avez des conférences. Je pourrais donner un certain nombre de ressources si vous souhaitez, qui font comprendre un peu ces mécaniques-là. Et puis l'opportunité, c'est l'opportunité sociale, et je terminerai là-dessus, c'est le fait qu'une fois de plus, quand on voit les autres y aller, c'est presque irrépressible. On a envie d'y aller. Quand on a l'impression que les autres, de plus en plus de monde y va, c'est ce qui s'est passé pour le vélo après le confinement. On a vu apparaître des pistes. Ça, c'était l'opportunité plutôt physique. Ah, il y a un endroit où je peux le faire et qui me montre que ça y est. Et puis, je vois plein de gens passer sur cette piste cyclable. Là, d'un seul coup, c'est que, en fait, ce qui est normal, c'est de faire du vélo. Et ce qui est anormal, c'est presque de ne pas en faire. Et tout à coup, ces questions de normes sociales, elles changent, elles se transforment et ça nous encourage beaucoup. Et donc, ces trois éléments-là, on sait que, en gros, ça prédit beaucoup du comportement. Et à l'heure actuelle, on essaie de convaincre les porteurs de politiques publiques d'utiliser ces connaissances-là, c'est-à-dire d'arrêter de faire de la politique publique en disant on met des bus et ça va suffire pour que les gens prennent le bus. Non, il faut les convaincre, il faut le rendre visible, il faut leur donner un sentiment de capacité, il faut les motiver, il faut créer des opportunités et ça fait partie de la politique publique.
De la même façon, un chef d'entreprise qui essaye de convaincre ses salariés d'utiliser le transport en commun, de trier leurs déchets, d'accepter des changements dans les modes de déplacement, par exemple, pour baisser l'impact environnemental, etc., ben c'est pareil, il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas de le décréter, ça s'accompagne. Et ça veut dire que ben, ces démarches-là, elles amènent qu'il ne suffit pas d'informer, il ne suffit pas que les gens sachent, il faut les accompagner dans le changement par étapes. Et plus ils sont loin du changement, plus ces étapes doivent être traversées les unes après les autres et pas aller trop vite, parce que sinon on perd en route les plus vulnérables qui vont avoir davantage peur parce qu'ils ont plus à perdre. On va perdre en route ceux qui sont moins sensibilisés à la question parce que la motivation sera moins là, ou on va perdre en route ceux qui sont, par exemple, carrément opposés et qui jamais raccrocheront. Et ça, évidemment, ça pose des enjeux. Donc, faciliter le changement, c'est vraiment se donner les moyens souvent, et il y a plein d'expérimentations qui l'ont montré avec des pourcentages. Nous, on l'a montré dans un magasin, par exemple, tout près de chez vous, au Touvet, dans un magasin qu'on a réaménagé pour essayer de valoriser les produits locaux. Ça a augmenté de 20% le nombre d'achats dans le panier moyen des produits locaux, simplement parce que on a renversé un peu les choses, quoi. C'est-à-dire plutôt que laisser juste l'attractivité, etc., aux produits qui ne sont pas forcément favorables, les gens ont été prêts à payer davantage parce qu'il y avait une atmosphère, une information, une incitation au bon moment, etc. Donc, on peut arriver avec tout ça à vraiment créer des environnements, des situations qui aident et qui aident les gens à changer leur comportement et à passer à l'action. Et avec ça, on peut aller chercher des gigatonnes d'émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au comportement.